Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S701 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 septembre 2023. Cette émission vous est présentée par Fujifilm, avec le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Malo pour cette grande masterclass dédiée au portrait artistique. Alors évidemment, portrait artistique, ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Nous l'entendons ici, à l'image des photographies que tu as l'habitude de réaliser, Malo, c'est-à-dire des images pensées dans les moindres détails, mises en scène en studio ou en décor naturel, avec un travail minutieux sur la lumière, interprété, si on peut le dire, par des modèles et immortalisé en ultra haute définition avec du matériel professionnel. Peut-être, Malo, pour que nos auditeurs puissent imaginer un peu, se représenter ce dont on est en train de parler, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton univers, tes images, et puis peut-être nous en décrire une pour qu'on puisse se représenter ce travail-là? Alors moi, je qualifie mon travail de fiction narrative, c'est-à-dire que je raconte des histoires en images. J'aime allier toujours fond et forme, bien évidemment le plus important étant l'esthétisme, mais quand ça peut s'appuyer aussi sur une réflexion ou un échange, un partage, voilà, c'est ce que j'aime faire. Et donc je travaille par série, donc chaque projet que je réalise, je vais aborder un thème. Globalement, tous mes thèmes parlent du masque. C'est pour ça que mon livre s'appelle Face cachée, parce que je parle du masque qu'on présente au premier abord, des faux semblants, ce genre de choses. Face cachée au pluriel, hein, parce qu'il y a Ouais, plusieurs séries, plusieurs faces cachées. exactement, et que encore une fois, toutes, hein, si on les regarde bien, on parle des faux semblants et du masque qu'on va présenter à la première fois. Par exemple, ma toute première série que j'ai réalisée, alors tu le disais en introduction, moi je suis un ancien DA, graphiste, donc mon travail c'était entre guillemets d'être créatif pour des marques, je faisais des pochettes de disques pour Patricia Cass, Indochine, j'ai fait énormément d'affiches pour le parc de la Villette, donc voilà, ça c'était mon travail, et je partais de la page blanche que je noircissais pour créer un visuel. Et j'ai eu envie de raconter mes propres histoires. Et je l'ai fait en photo, parce que c'était vraiment un médium qui, moi, m'a toujours plu. Parce que comme tu le disais aussi en introduction, j'ai grandi avec, même si je suis autodidacte dessus. Et donc, je voulais raconter une histoire sur une famille, sur l'absence, sur un père, dans une famille des années 50, qui était là sans y être. Donc, la série s'appelle La vie ordinaire d'un homme invisible. Et donc, j'ai fait des photos d'une mise en scène. Donc, on a loué une maison à Maison Laffitte, maison très classique, que j'ai pu replonger avec une couleur un peu surannée des années 50. La maison était vide, elle était mur blanc. On l'a retapissée, on l'a remeublée. On est allé chercher du stylisme, on a fait une mise en lumière, bien évidemment. Et tout ça, donc, pour avoir de belles images et tout en ayant ce propos de l'absence. Donc voilà, donc ça c'est ma toute première série et en gros, chaque série se construit un peu de la même façon. J'ai une histoire et je la mets en scène. Mais visuellement, cette absence, et c'est là peut-être que ça reflète bien ton travail, et pour les auditeurs qui ne voient pas là directement les images pendant qu'on se parle, on peut dire un mot là-dessus, c'est que cette absence, tu la matérialises par des vêtements qui flottent en ce qui concerne l'homme. C'est-à-dire que la famille apparaît, tu vois la femme à table, tu vois les Mmh. enfants, etc., tu vois le quotidien, mais pour matérialiser cette absence, Ouais, tu fais flotter l'homme invisible, quoi. voilà. Alors effectivement, j'ai fait un peu de manipulation Photoshop. En tant qu'ancien graphiste, je connais et je maîtrise Photoshop. Après, comme je dis, ça je le précise parce que je fais beaucoup d'expos et je sais qu'il y a beaucoup de préjugés vis-à-vis de ça. Je fais pas du Photoshop pour pallier à un manque technique. C'est-à-dire que je fais du Photoshop pour aller illustrer un propos. Je vais, par exemple, moi, il y a un truc qui m'agace quand même, mais bon, c'est moi qui fais un peu le vieux con, mais On verra ça en post-prod. ouais, voilà. Typiquement, ce genre de choses, ou ne pas savoir ce qu'on veut faire au moment de la prise de vue et aller à l'opposé. Si on fait une lumière très contrastée, c'est pas pour essayer de l'adoucir derrière. En plus, ça marchera pas. Et à l'inverse, faire une lumière très douce pour aller contraster derrière, enfin, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut savoir où on veut aller dès le début. Et on construit la mise en scène, la direction des modèles, la mise en lumière. Tout doit être pensé, enfin, doit être préparé, pensé et visualisé. Moi, je pense qu'on doit visualiser ces images avant de les faire. Enfin, en tout cas, dans la façon dont moi je travaille, je fonctionne comme ça. Après, il n'y a pas de règle, hein, mais moi, je fonctionne comme ça. Bon, on va essayer un peu de rentrer dans le détail de ton processus créatif. Alors peut-être pour démarrer, on va parler de l'une de tes dernières séries,
qui s'appelle Romance. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça représente combien de temps de travail, une série comme ça, entre, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais toi qui te réveilles un matin avec une idée qui germe et le résultat final qu'on peut voir d'ailleurs sur ton site internet, hein. Toutes les images dont on est en train de parler, vous pouvez aller les voir sur le site internet de Malo. Mmh. Alors, une idée, en fait, ça flotte, c'est latent, voilà, ce que je dis, une idée, on en a. C'est pas tellement le souci. On a tous des idées et ce qui est important, c'est de faire, hein, parce qu'on peut avoir des super idées, si on n'en fait rien, bah, c'est rien. Donc le plus important dans une idée, c'est de la concrétiser. Et donc déjà, avant même de concrétiser une bonne idée, c'est toujours mieux, mais déjà concrétiser quoi que ce soit. Moi, je prône le faire, je défends le faire, et ça, c'est le moteur pour toute chose. Une fois qu'on a pris l'habitude de faire, on sait mettre en scène une idée. Mes séries en général, pas particulièrement sur Romance, mais malgré tout, ça me prend une année parce que je suis, seul. Si je bosse pour une campagne de pub, c'est facile, j'ai des moyens tels que je peux mobiliser toute une équipe, beaucoup plus rapidement et obtenir tout ce dont j'ai besoin beaucoup plus rapidement. Mais sur mes projets, comme je suis le seul chef d'orchestre, ça me prend en général une année. J'ai 10 mois de préparation, j'ai 2-3 jours de shoot parce qu'on est souvent une équipe d'une vingtaine de personnes, soit dans des châteaux, soit dans effectivement, je vais construire un décor dans mon studio, puis 2 mois à peu près de post-production, de finalisation, ainsi de suite. Donc je fais un gros projet perso par an. Pour parler de Romance, là, ça s'appuie plus sur vraiment on est plus sur on rejoint vraiment le portrait artistique parce qu'on est vraiment sur de la création visuelle. Rencontré un styliste chez qui j'étais allé faire une expo. J'avais exposé des pièces chez lui. Je l'ai découvert, j'ai rencontré son travail qui était absolument fou et il fallait absolument qu'on travaille ensemble. Mais c'est comme tout, c'est pas parce qu'on a une envie, il faut que l'idée germe. Et l'idée, ça peut être un peu comme en mode. On peut, par exemple, travailler la mode sur un thème. Le thème, ça peut être les contes de fées. Le thème, ça peut être les saisonnalités. Ça peut être aussi simple que ça. Mais après, il faut pouvoir développer ce thème-là. Et ben, c'est un peu ce qu'on a fait avec ce styliste. Et j'ai voulu travailler. Lui, il a travaillé des manteaux en toile de Jouy, ce genre de choses. Et moi, j'ai voulu associer ça à des peintures flamandes, classiques. Et donc, j'ai fait effectivement tirer une grande peinture flamande sur une bâche de 3 mètres par 3 mètres. Et j'ai fait poser la modèle devant. J'ai créé tout un décor. J'ai posé un parquet. Je suis allé louer des statues. J'ai ramené énormément de feuillage de mon jardin. Parce que, voilà, je pouvais ramener tout ça. Et comme ça, on a vraiment créé une scène complète. Et est-ce qu'il y a un message derrière ou des thématiques qui se dégagent en toile de fond, comme c'est le cas dans Face Cachée? Parce que Alors, dans Face Cachée, il est beaucoup question de sensualité, de pouvoir, qui sont ouais, des thèmes un peu récurrents chez toi. exactement. Est-ce que Romance, ça dépasse le simple cadre visuel, artistique et va vers ça aussi? Romance, moins. Romance, on est plus dans le travail de mode pour le coup. J'ai plus joué sur cette intemporalité entre ces vêtements qui sont très modernes, très contemporains et qui s'appuient malgré tout sur des tissus très classiques et du coup un décor beaucoup plus classique. J'ai moins de fond, on va dire, sur une série comme celle-ci qui est très fashion, que sur mes autres projets où clairement je parle un peu de phallocrate, je parle un peu de sensualité. Bon, la sensualité, j'ai encore petite précision, je pense qu'elle n'est pas exclusivement masculine. La sensualité, c'est un rapport homme-femme dont on partage et qui constitue nos vies, hein. C'est pas parce qu'on met de la sensualité que c'est forcément masculin. Bon, on comprend bien, c'est quand même des projets assez ambitieux, 1 an de travail pour monter une série. On va essayer de décortiquer au fur et à mesure toutes les étapes qui se passent pendant ce processus créatif. Et on va commencer naturellement par la partie conception de l'image et peut-être même avant tout par l'inspiration et l'idée originale. Toi, Malo, où est-ce que tu puises ton inspiration et comment naît une idée de photo ou de projet? Est-ce que d'ailleurs c'est l'idée du projet qui naît ou c'est une idée de photo qui amène à un projet? Bah, en fait, moi je dis tout part de notre culture.
Moi, j'ai une culture depuis tout jeune très classique avec des peintres comme Caravage, des sculpteurs comme Carpeau. Ça, c'est vraiment pour la culture classique. Et en même temps, je suis aussi nourri d'une culture populaire, que ce soit Moebius, même jusqu'à Star Wars. Donc, c'est un mélange de tout ce qui m'a constitué depuis ma tendre enfance, que ce soit du Frazetta, que ce soit des gens comme ça. Donc ce mélange-là, et donc on a des idées qui sont intéressantes, que ce soit dans l'anticipation. Donc ça peut être donc de la peinture, de la sculpture, de la photographie bien évidemment, du cinéma, de la littérature. Quand on lit Maupassant, par exemple, j'ai une série qui s'appelle In the Mood for Black, alors qu'il y a un gros clin d'œil à In the Mood for Love, bien évidemment, et en même temps qui est basé sur les poèmes de Baudelaire et des paradis artificiels de Baudelaire. Donc c'est simplement une culture, je dirais, qui plonge dans des émotions, dans des atmosphères, et après, il suffit juste de réfléchir à comment les mettre en scène. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont influencé dans ces domaines-là? Oui. Moi, un photographe qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était Duane Michaels. C'est très différent de ce que je peux faire, bien évidemment, mais j'aimais beaucoup parce qu'en fait, il avait vraiment des narrations. En 4 images, il avait des narrations. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Bon, après, beaucoup plus tard, évidemment, Erwin Olaf, Grégory Crewdson, Annie Leibovitz. Voilà, ça, c'est des photographes qui, on va dire, je vais m'inscrire dans cette veine-là. Hein, c'est comme tout, la photo, moi je dis, c'est comme des romans. Tu as autant de photographes que tu as de romanciers. Tu as le roman littéraire, le roman policier, le roman historique, le roman scientifique. Bon, tu as la photo de mise en scène que je vais faire moi, mais tu as aussi la photo de rue, tu as la photo grand reporter, tout ça. Donc, la photo, c'est très vaste. Et donc, je vais avoir des références dans des photographes qui, je vais avoir une affiliation directe, donc Erwin Olaf, mais je vais avoir En fait, tout m'inspire, hein, encore une fois, des sculpteurs, des peintres, des gens qui font des choses même très différentes. Et j'essaye un peu de rentrer dans ta tête là, mais quand tu as une idée qui pop, est-ce que tu as déjà tout de suite, entre guillemets, une espèce de représentation de l'image finale, ou est-ce que tu as juste un concept, une idée, un genre de synopsis que tu dois après essayer de transformer en image? En fait, c'est vraiment, non, j'ai que l'idée, j'ai pas l'image. Et des idées, j'en ai encore pas mal en tête. Et c'est quand je visualise cette idée que je me dis, c'est bon, je peux y aller. Parce qu'il y a des idées qui ne sont pas réalisables, tout simplement. Et est-ce que tu as, par exemple, essayé de mettre tes idées à l'écrit dans une IA pour voir ce que ça rendait avant de passer au processus d'après? Très juste, tu dis pas réalisable aujourd'hui, tout semble réalisable. Ouais, mais là, moi, j'ai un problème avec l'IA. Hein. J'ai un profond problème avec l'IA. On fait une courte parenthèse autour de l'IA, parce que ça peut très vite dériver. Courte parenthèse sur l'IA. L'IA est une des choses les plus délétères qui existent. La création était le propre du vivant jusqu'à présent, et maintenant la création est remplacée par l'IA. Encore une fois, je disais, j'étais un ancien DA, j'avais des gens qui venaient me demander donc de bosser, j'avais des phrases aussi absurdes que fais-moi un truc génial, donc ce qui ne veut strictement rien dire, et donc il fallait aller puiser, chercher l'information, gratter pour comprendre ce que voulait la personne. Aujourd'hui, on peut dire à une machine, fais-moi un truc génial, et elle le fait, et c'est génial. Donc c'est un problème. Moi j'ai mes enfants, ma fille dessine, d'ailleurs je vous invite à découvrir son travail, elle a un vrai travail, elle a une vraie patte. Mon fils fait de la musique, et quand il voit l'IA, il me demande, mais papa, pourquoi on passe des heures à travailler notre dessin ou la composition? Et je leur dis, parce qu'on vous l'enlèvera jamais ça. Mais par contre, l'IA est délétère. Très délétère. Elle sera destructeur pour beaucoup, beaucoup de gens. Même les gens, il y a un créneau à prendre pour les gens. Faites de l'IA. Vous avez raison parce que c'est le moment. Faites-le tant que vous pouvez parce que bientôt on n'aura même plus besoin de vous pour le faire. Mais de toute façon, c'est pas vous. Ça va détruire tout, la création. Est-ce que toi, du coup, tu vas revendiquer cette création artistique d'une certaine manière, c'est-à-dire aller encore plus loin dans ce que tu fais pour te démarquer de l'IA, ou revendiquer un petit peu plus ton statut? Moi, je suis dans la seconde partie de ma vie, donc d'une certaine façon, j'ai pas à me battre. Encore une fois, je le disais pour mes enfants. Moi, je vais continuer pour moi dans mon coin à faire ce dont j'ai envie. Par contre, je vais y perdre très clairement toutes mes commandes. Ce que j'ai fait pour du champagne avec ma décoratrice, quand on fait tout un set, on va penser quelque chose. Et là, n'importe quel client sans aucune compétence artistique, mais c'est-à-dire même en termes de conception, il y a beaucoup de gens qui techniquement ne savent pas faire, mais ont une... Qui peuvent avoir l'idée de faire. Et puis qui ont même un œil. Une sensibilité pour ça. Et il y en a qui n'ont rien du tout. Et là, même quelqu'un qui n'a rien du tout va pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait.
Alors que c'est 1000 journées qu'il va l'avoir fait, pondu un texte par. Enfin voilà, non, c'est terrible. C'est terrible. Bon, en tout cas, voilà, vis-à-vis des idées, il faut évidemment savoir raison garder, trouver le juste équilibre entre faisabilité technique et puis Tout à fait. aspect économique, évidemment, du projet. Toi, tu passes par des outils, genre tu écris beaucoup, tu fais des dessins. Comment tu passes de l'idée à la suite? Est-ce que tu fais des mood boards? Est-ce que, c'est à ce moment-là que peut-être tu t'entoures déjà avec, je sais pas, peut-être des directeurs artistiques pour t'accompagner, des stylistes, des machins? Comment ça se passe là, ce passage de l'idée, du synopsis à: «Ah tiens, on va aller vers là»? Bon, moi, je suis un opportuniste de l'occasion quand même, hein. C'est-à-dire que, comme je disais, j'ai pas mal d'idées. Et puis, quand je visualise cette idée, ça veut dire qu'elle est suffisamment mûre, c'est-à-dire qu'elle est réalisable déjà. Je peux la voir, aussi compliquée soit-elle. Et après, c'est par opportunisme. Je me balade, je découvre une maison, un château. Je me dis, mais tiens, mais c'est le projet que j'avais, l'idée que j'avais, elle convient parfaitement ici. Donc ça, c'est l'occasion qui fait le larron, on peut dire. Maintenant, il y a des projets, je ne vais pas attendre d'avoir trouvé l'occasion qui s'est présentée à moi. Non, il y a des fois, je vais vraiment dire, bon, maintenant, je veux créer ce projet-là. Et donc, à ce moment-là, oui, je vais faire un synopsis, je vais écrire un petit scénario, je vais soit, moi, faire un storyboard à la version Monsieur Patate, où je vais demander à ma fille, parce qu'elle me fait ça très bien, de me faire un petit storyboard. J'avais même voulu faire un petit court-métrage, et donc, je lui avais fait un storyboard. Mais bon, voilà, donc je peux m'appuyer sur des compétences, mais un monsieur patate suffirait largement. Et une fois que je suis lancé, bon, bah, c'est toujours le souci. Quand vous avez un client, vous avez un budget, il est facile d'aller trouver un lieu, hein. Vous mettez une enveloppe en face. Moi, je suis un artiste, alors j'aime bien provoquer, donc je suis un crevard comme tous les artistes. Et donc, en gros, je cherche des solutions, donc je fais des échanges. Par exemple, je vais trouver un lieu, je vais aller les voir. D'abord, je vais leur dire qu'il faut soutenir la création. J'ai dit, vous avez un lieu, moi je suis un artiste, il faut aider la création. Ensuite, je vais leur expliquer que bah, ils ont ce lieu, moi j'ai des compétences, il y a sûrement des échanges à faire. Donc on fonctionne beaucoup comme ça, je fonctionne énormément. C'est ça qu'on appelle la collab dans le game Là, un c'est plus peu de oui, la alors, de la photo là? là, on n'est plus dans la collab parce que là, on est vraiment dans l'échange de tu me donnes telle chose, je te donne telle chose. Ouais. La collab, c'est on fait quelque chose en commun. Alors, sous le couvert bah là, moi sur mes projets, mais tout le monde va en sortir quelque chose. Et effectivement, j'ai par exemple, mon styliste avec qui je travaille très régulièrement a bossé pour moi parfois en collab, donc gratuit. Et moi, j'ai bossé pour lui en échange gratuit, mais c'était même pas marqué sur le papier, c'était pas contractuel, c'est juste que ça Mmh. se fait comme ça. Et je précise aussi, je fais des collabs avec des gens avec qui n'ont jamais bossé pour moi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un rendu, un prêté pour un rendu. Non, on a une mentalité où on a des gens des fois qui interviennent pour nous avec tout leur talent. Et ben, faut le faire avec n'importe qui d'autre quand on est en adéquation avec le projet. Et là, on parle de collab, les stylistes ou éventuels graphistes, ils interviennent dès le storyboard dans le Non, projet? non, là, je fais tout seul. Les fameux 10 mois de présentation, les fameux 10 mois de préparation, je fais tout seul. Alors là, je vais même faire une feuille de service. Je vais tout faire, la feuille de service. Bon, maintenant, je suis un peu plus rodé, donc je suis plus détendu. Mais quand j'ai fait ma toute première série, Une vie de château, on a loué 3 jours. Le château de Ferrières-en-Brie, c'est le château des Rothschild, qui était vide. Il a fallu que je trouve 2 Ouais. camions de Là, c'est meubles. un tournage quoi. Oui, c'est un tournage. Faut On est... optimiser Ah la ouais, moindre seconde, voilà. il y a Donc, chaque minute coûte de l'argent quoi. Donc il faut une feuille de service. On Il peut pas y a arriver quoi avant. sur cette feuille de service? Tu peux nous décrire Alors, rapidement ouais, en quoi ça matinée, consiste? jour 1, matinée, shoot 1, tel modèle, tel vêtement. Et alors, évidemment, je regarde, j'avais fait un repérage est-ouest pour regarder la lumière, comment elle rentre, bien évidemment. J'ai aussi pris en compte le fait que les modèles, les femmes allaient être plus lentes à être préparées, forcément. Donc, j'ai commencé par les hommes seuls, pendant que les femmes se faisaient maquiller, coiffer. Donc, tout ça, je le prends en compte. Et après, il fallait que je prenne en compte aussi, parce que j'avais une chronologie, j'avais vraiment une narration dans ma série photo, parce qu'on va vraiment du matin au soir. Donc aussi de ne pas faire passer la modèle avec une coiffure très apprêtée pour quelque chose de beaucoup plus décoiffé derrière. Il fallait qu'on aille dans le bon sens. Et donc, on n'a pas shooté de façon... Un peu comme au cinéma, on ne shoote pas de façon raccord par rapport à ma scène, on shoot de façon pratique. Voilà. Donc, On se rapproche vraiment d'un tournage. Ah, c'était complètement ça. Comme tu disais. Donc là, la feuille de service primordiale pour ce contexte-là. Bon, évidemment, hein, quand tu travailles sur tes propres séries, bah, tu es en quelque sorte le seul maître à bord. Mais quand un photographe travaille pour un client, bah, il doit répondre à un brief, essayer de comprendre ses envies,
trouver le bon équilibre entre ses attentes, son budget et ses délais de production. On a échangé avec la photographe plasticienne qui s'appelle Laura Bonnefou, qui est également ambassadrice Fujifilm, et nous lui avons demandé de nous parler de elle, son processus créatif dans ce cas de figure. On l'écoute. Alors le processus créatif de mes images, que ce soit, sur mon travail personnel ou sur mon travail de commande, finalement est pas vraiment très éloigné. Après ce qui va changer principalement entre les 2, ça va être aussi une question de temporalité et en effet une question d'interlocuteur. Parce que sur mes séries personnelles, en effet, je vais vraiment être face à moi-même, je réponds pas à une commande. Après le processus créatif en lui-même, c'est vrai que chez moi, il se ressemble quand même. C'est-à-dire que je vais être dans une image où, il va y avoir beaucoup de recherches avant. Je suis dans une image que je vais construire et c'est vrai que j'ai vraiment, cette pratique-là, dans ma photographie qui est que c'est presque comme si je partais d'un white cube, je pars de quelque chose d'assez pur et je vais composer. Alors moi, ma matière première, c'est le réel, vu que je fais de la photographie, mais c'est vrai que voilà, je vais jouer avec le réel, je vais essayer de le comprendre, de le déconstruire et puis de le reconstruire un petit peu à ma manière. Dans le travail de commande, c'est vrai que voilà, c'est un tout petit peu différent parce que les périodes sont beaucoup plus courtes et puis on répond à un client, on répond quand même à quelqu'un qui a un univers, qui veut, qui m'appelle souvent pour mon écriture, mais l'idée c'est de voilà, de recouper et l'écriture de la personne pour qui je vais travailler et la mienne. Donc mais là aussi, on va être dans une recherche au préalable, dans un travail de construction qu'on va faire main dans la main pour obtenir la série, l'image, hem, qui va, heu, qui va créer la campagne. Quand je commence une série, je me dis: «Voilà, j'ai envie d'aller dans cette direction-là». Je ne sais jamais exactement à quoi ça va ressembler à la fin. Il y a quelque chose d'un peu intuitif. Je sens que j'ai envie d'aller dans cette direction et puis on y va et je me laisse quand même aussi un peu porter par le projet parce que je trouve que c'est, derrière toutes ces recherches que je fais au début, derrière toute la construction de la série que je vais faire, au moment où je me lance dedans, je me laisse quand même aussi de la liberté parce qu'il y a des très belles choses qui apparaissent et puis parce que dans des sujets forts, on a toujours plein de surprises. Tu es d'accord avec ça, Malo? Finalement, on comprend bien que c'est des projets, grandioses, avec énormément d'intervenants. J'imagine tu essaies quand même de tout contrôler, tout préparer, au mieux. Puis une fois que tu es arrivé au moment de la prise de vue, est-ce que tu te laisses cette part de: «OK, en fait, je vais me laisser un peu aller là parce que, ça se trouve, les gars qui sont à côté de moi, ils ont pensé à un truc auquel j'avais pas pensé, qui est, 1000 fois plus intelligent que ce que j'avais pensé. Je vais, voilà, me laisser aussi, me libérer de ma préparation pour, voir où ça va, quoi». Il faut complètement laisser la place à la spontanéité, parce que ça peut apporter des choses qui sont magiques. Il y a aussi autre chose, il faut bien tout préparer, mais il faut pas être un dictateur, non plus. Alors après ça dépend, on connaît des Kubrick et des gens comme ça qui sont de vrais dictateurs, en réal. Mais moi je pense que, par exemple, sur une équipe, moi j'ai beau tout préparer, je fais un mood board. Alors je donne des intentions à mon maquilleur. Explique ce que c'est un mood board pour nos auditeurs. Alors un mood board, je vais, par exemple, donc moi je vais raconter ma scène et je vais ramener, par exemple, des photos références pour la lumière, des photos références pour le jeu des comédiens, des photos références pour la coiffure, des photos références, donc il y a aucune de ces photos qui va être celle vers laquelle on va aller, mais chacune de ces alors photos, peinture, tout ce qu'on veut, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Ça peut même être, une phrase. Encore quand je parlais de Baudelaire, tout à l'heure, quand j'ai fait ma série Black, c'était des phrases. Ça donnait le mood, l'émotion, le mood, c'est vraiment ça. C'est l'humeur, oui, Voilà. en anglais. C'est Exactement. donner un petit peu le ton et la tendance vers laquelle tu veux aller. Complètement. globalement. Et c'est l'idée, par quelques images et quelques mots, de donner la compréhension à tous, à l'équipe, de ce vers quoi on va aller. Donc c'est vraiment ça. Et même pour un client, hein, pour un projet commissionné de la même façon. Et donc pour revenir sur ce côté liberté, bah, moi je suis pas coiffeur. Donc je vais donner des intentions de coiffure que je veux avoir. Et mon coiffeur, lui, il est plus compétent que moi dans son domaine. Il est en capacité d'aller. Lui, il fait une veille dans la coiffure que je ne fais pas. Moi, je vais aller regarder 2, 3 trucs. Je vais dire, tiens, ça, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Il va me dire, ah, mais j'ai des propositions à te faire. Donc,
c'est des gens qui ont du talent, c'est des gens qui ont un savoir-faire. Ne pas les écouter, à mon sens, serait une erreur. J'aime énormément ce partage. Par contre, il faut gagner leur confiance. Enfin, moi, il faut que eux plutôt gagnent ma confiance pour que je les écoute. Mais maintenant, je les connais, c'est que des équipes. D'abord, on est tous des amis et c'est des gens extrêmement compétents. Donc, je leur dis ce que je souhaite avoir initialement et je les laisse me porter plus loin. Ça, c'est pour les intervenants, pour dire qu'il faut laisser la place à tout le monde parce que tout le monde va apporter plus loin. Le styliste, la déco. Avant, je faisais tout seul. Maintenant, j'ai des équipes, ça permet d'aller plus loin. Et ensuite, au moment du shooting, je vais être très directif avec les modèles. Je vais prendre la place de chacun. Je vais les emmener exactement là où je souhaite aller. Et après, je vais leur laisser. Alors, ça dépend un peu des shoots, mais soit j'ai vraiment ma scène, c'est très précis, et là, moi, je sais exactement ce que je veux, et j'ai pas besoin qu'ils me proposent autre chose que ce que je souhaite. Mais je vais quand même laisser maintenant, selon les shoots que je vais réaliser, notamment romance. Là, je vais vraiment laisser la modèle, une fois que je lui ai donné l'intention, me proposer des choses. Le langage corporel d'une modèle est très différent d'un modèle à un autre, et donc ça aussi, c'est une richesse. Donc, savoir observer, savoir s'adapter. Parce que très souvent, on fait venir des modèles, on ne les connaît pas avant le shoot. Donc, on les a choisis sur Book. Bon, on les a bien choisis pour quelque chose. Et puis, il se trouve que sur le moment, cette modèle va proposer autre chose. Et il faut être attentif pour dire, bon, ça convient, parfait, ça ne convient pas. Comment je peux utiliser ça pour en faire quelque chose qui va être un plus. Là, tu parles de direction de modèle. Tu peux pas laisser de place à la spontanéité. Par exemple, quand tu reproduis 2 fois la même image, c'est-à-dire un groupe de plusieurs personnes qui portent des vêtements, et puis sur la seconde image, qui sont exactement à la même place, même position, même point, et complètement nus. Et ça doit être. Là, on est dans l'artisanat finalement. Oui, on est dans la création pure, quoi. Oui. Concrètement, comment tu shootes ça? Alors là, la petite histoire, la série s'appelle Sans dessus dessous, les conventions mises à nu. On est au château de Maison Laffitte, donc c'est les monuments nationaux. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un échange. Les monuments nationaux, le château est accessible, mais il a un prix. Et donc, moi, j'ai des compétences. On a échangé les journées de location par de la compétence. Je refais le petit point parce qu'on parle de la série. Avec ma déco, alors moi j'avais travaillé toute la scénographie au préalable, donc le fameux mood board. On est allé chez des loueurs de cinéma. Hein. On est allé louer des girandoles, on a loué des poulardes, on a loué des tentures, on a loué des meubles parce que le château était vide également. On a ramené 2 camions de meubles également. Et arrive le jour J, donc tout le monde, le matin, frais, pimpant, content, heureux. Donc pendant que la Glam Team travaille avec les modèles, hein, Glam Team, maquilleur, coiffeur, styliste, tout ça. Donc la déco, mes assistants pour la lumière, moi-même, on est en train de monter donc le set. On monte le set, on prépare tout, on fait la mise en lumière. C'est pas évident hein, dans une immense salle, c'est comme un gymnase. Hein, éclairer un gymnase, c'est pas gagné. On fait tout ça. Arrive toute l'équipe, on met tout le monde en scène, donc tout le monde est habillé, paré, maquillé. Là, pour le coup, je suis très, très, très directif parce que je sais exactement où on va aller, donc je prends la place de chacun des modèles. Je prends la place et je le fais poser. Alors ça, je me garde la spontanéité de l'attitude sur place parce que j'ai besoin d'avoir l'angle, j'ai besoin de vivre. Moi, j'ai énormément besoin de prendre la place des modèles pour voir ce qui est possible ou non, si c'est naturel, pas naturel. J'ai du mal à le faire sur un mood board. Ça, je peux pas le faire avant d'être sur place. Donc ça, je vais vraiment décider sur place de la position, l'attitude de chaque modèle et je vais tour à tour prendre chacun des modèles la place. On va faire des petits marquages parce que donc là, l'idée, c'était habillé, nu, exactement la même photo. On fait des marquages, la main à tel endroit. Je leur dis, si vous croisez les doigts, il va falloir les recroiser. Si vous mettez le pied de telle façon, il faudra le refaire. Et donc, on pose des marquages partout. Chacun est placé. Arrive le moment du shoot. Ils sont 6 sur scène, donc c'est quand même pas rien. Et donc, je vais m'occuper chacun d'eux séparément. Tout le monde va garder la place. Tout le monde connaît sa pose. Tout le monde connaît sa partition, en gros. Moi, je suis vraiment le chef d'orchestre, donc tout le monde connaît sa partition. Et je vais m'occuper, modèle A. Je vais shooter une dizaine d'images pour le modèle A. On va passer modèle B. On va shooter une dizaine d'images modèle B. Et tout le monde doit garder sa place malgré tout. Et puis après, une fois que j'ai fait tout le monde habillé, tout le monde à poil, tout le monde se déshabille, on reprend la même pose et on recommence. Modèle A, modèle B, et ainsi de suite. Bon. Alors, on va rentrer un peu dans la technique maintenant et on va commencer par parler de l'éclairage fondamental. Évidemment, le travail de la lumière pour toi. L'éclairage, c'est ce que tu fais en premier, j'imagine.
Comment ça se passe? Tu as des assistants? Tu sais exactement ce que tu veux à l'avance ou tu composes sur place directement? Alors, je suis très système D, justement. Tu vois, toute la préparation dont je parlais, elle est plus dans le déroulé de la journée, dans le mood board, bien sûr. Mais après, moi, je suis vraiment au doigt mouillé. Euh, Donc, t'emmènes une quantité X de voilà. matos en te disant, Ouais. bon, j'ai tout, je peux Mm. potentiellement tout faire, mais ça se trouve, je vais juste utiliser une torche. Potentiellement, bon, je sais quand même Ouais, ce c'est que je vais faire. Mais oui, c'est un peu tiré comme Ouais, parce ça. que doigt mouillé, ça représente pas vraiment ton travail, si je puis me permettre. Ouais. Non, On n'y croit pas trop. mais pourtant, je le suis quand même beaucoup, malgré tout. Mais non, bien sûr, je regarde quelle set lumière je vais faire globalement, mais je peux pas le dire dans le détail. Et par exemple, j'avais fait une série, on avait une quinzaine de flashs, une dizaine de flashs. Ouais, il y avait Et puis, j'éclaire une fenêtre et une autre et je fais un workshop où j'explique. Et j'avais un parapluie et puis une boîte. Pourquoi vous n'avez pas pris les... Je dis, parce qu'il me restait ça, c'est tout. Et je m'en fous. En gros, moi, le moyen n'est pas la source de création. Le moyen, c'est juste une façon de faire. En fait, moi, comme je dis, le matin, je suis pas très... Enfin, si, je suis technique, mais je me fous du matos. Je suis pas geek du tout. Le meilleur appareil, c'est celui que j'ai dans les mains. Bon, quand En même l'occurrence, c'est un GFX. Oui, voilà, mais ça, je vais aller. Voilà, le moyen format GFX, je l'ai vraiment choisi, pas pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais par exemple, sur une optique, focale fixe, zoom, télé, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais Ouais, je comprends. qu'il ait tel ou tel piqué, de toute façon, je vais retravailler en post-prod derrière. Et voilà. Bon, bref. Bon, je m'égare un peu, mais donc, en gros, la lumière, principalement, la première chose que je vais faire, c'est mon cadrage, bien sûr. Le cadrage, je vais voir où je vais positionner mes personnages. Et là, je vais constituer la lumière. La lumière, c'est l'émotion. Elle est primordiale. Surtout quand on commence à faire des shoots où ça bouge un peu. La lumière du jour a la fâcheuse tendance de bouger, donc on la subit. En plus, on en parlait tout à l'heure sur le 50 mm 1.4. Moi, je travaille plutôt sur des petites ouvertures parce que je veux des profondeurs très grandes, voire même je vais faire du stacking si j'en ai le temps. Donc, en gros, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de pas subir la lumière et même je peux pas la subir parce que j'utilise tellement de puissance que la lumière du jour ne suffit pas. Donc, je vais vraiment placer mes flashs et c'est pour ça, par exemple, si on regarde ma série Animalité, la toute première photo, on est dans le grand salon, il y a 3 énormes flashs dehors qui simulent mon soleil. J'ai des flashs dedans qui tapent au plafond pour faire mon contraste. J'ai un cadre 2 mètres par 2 mètres avec une énorme boîte derrière qui va faire un jus. Donc, je vais constituer un jus de lumière à l'intérieur et ensuite, je vais faire mes principales qui vont faire le volume. Et après, je vais rehausser chacun de mes personnages parce que je vais faire en sorte que ma scène soit très légèrement sous-ex, l'ensemble, pour rehausser très légèrement mes personnages et les mettre un peu plus puissants. Et ça rappelle, moi qui aime bien la peinture classique, ça rappelle un peu les tableaux classiques qu'on peut retrouver au Louvre et autres, qui est qu'on a une scène globalement qui est un peu sombre et on va rehausser les sujets. Très bien. Et alors du coup, ça c'est pour la lumière. Maintenant le matos de prise de vue. Et on apparaît celui qu'on a dans les mains. Enfin, t'as pas n'importe quoi dans les mains. Non. Ton smartphone, quoi. GFX, c'est vraiment nécessaire d'avoir un moyen format de 100 millions de pixels pour toi ou pas? Très clairement. Pourquoi? C'est la finalité en fait, c'est toujours la finalité qui compte. Moi, ma finalité, c'est des tirages d'art. On est sur des formats qui vont du 60-80 au 150-200 sur du papier fine art. Voilà, et donc il faut une qualité qui ne souffre pas le moindre défaut. J'ai commencé en 24-36. Alors évidemment, 24-36, j'avais la souplesse, je bossais à main nue, j'allais très vite. À main levée, tu veux dire? À main levée, ouais. Je bossais à main levée, et j'allais beaucoup plus rapidement. Malgré tout, je posais toujours un pied parce que mes scènes sont quand même très posées, mais après, je pouvais me balader facilement. Et puis, pour vous raconter l'histoire du GFX, je suis passé au moyen format pour une question de qualité d'image, pas que de pixels, hein, la dynamique, la plage colorimétrique, véritablement, hein, ça c'est essentiel. J'avais écouté un de vos épisodes sur les optiques où il était question de piqué et de contraste. Moi, le piqué est plus important, même si en soi, c'est pas ça qui va m'intéresser. Je préfère une image douce, piquée, qu'une image contraste, avec moins de piqué. J'aime le moyen format parce que globalement, les images sont beaucoup plus douces qu'au 24. On parle de modelé souvent, propre au moyen format. Mais parce que c'est la dynamique et la plage colorimétrique. En fait, moi, alors je suis pas du tout ingénieur de quoi que ce soit, mais
Si on va de 1 à 100 pour une plage colorimétrique et sur un autre appareil, on va de 0 à 1000, ça veut dire qu'on a des nuances qui sont plus subtiles. Donc ça paraît Les plus doux. transitions, en fait, paraissent plus naturelles C'est aussi. ça. Il y a moins de rupture. Voilà. Et donc on a un contraste moins fort, mais le contraste, il est facile de le faire en post-prod, on peut le réaccentuer. Alors que l'inverse, si on a une image qui est contrastée, bah on est couillonné, on peut pas revenir en arrière, hein. On pourra faire ce qu'on veut, on va pas décontraster une image. Enfin, on va la décontraster, mais on va pas réobtenir d'infos. Là, on a le moyen format. En plus, avec le GFX en 16 bits, on a vraiment une quantité d'informations extraordinaire. Et toi qui fais des scènes, des mises en scène très posées pour le coup, même si parfois, on l'a compris, tu laisses de la place à la spontanéité, au moment de la prise de vue, tout est très quand même figé. Donc, est-ce que le mode pixel shift qu'on a sur les GFX, c'est quelque chose que tu as déjà utilisé ou qui pourrait t'intéresser? Parce que tu passes de 100 à 400 millions de pixels. Alors, j'ai de l'humain, donc c'est un peu compliqué malgré tout. Pas cligner des yeux, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y aurait des choses à faire. Je ne l'ai pas utilisé, mais moi, plus tu me donnes de pixels, je l'utilise. Voilà, donc effectivement, encore une fois, tout est une question de finalité. J'en parlais avec un ami là, il n'y a pas longtemps. Lui, il fait du fashion. Et je lui dis, mais non, dans ton workflow, alors avec le nouveau, justement, si. Avec la vélocité du nouveau, déjà, hein, le premier quand même. Mais si on n'a pas l'utilité des 100 millions de pixels, c'est pas forcément ce sur quoi il faut se baser. Encore une fois, c'est la finalité qui fait le choix d'un appareil. Et là, on a quand même un appareil qui était quand même relativement véloce dès le premier, le 100S encore plus, et là, le 102 va l'être encore plus. Et pour finir sur la chronologie de pourquoi je suis arrivé sur le moyen format, donc je suis passé sur le moyen format pour cette qualité dont on parlait, mais je suis pas allé sur des moyens formats classiques à la base, donc c'est des gros cubes avec un collimateur central, donc j'avais perdu toute Les spontanéité. appareils par assemblage, là. Bah, On tout prenait par un un- dos, un un rasoir, boîtier, machin, quoi. voilà. Ouais. Voilà, pour ne pas le citer, mais voilà, des choses comme ça. Et effectivement, bah, tu peux pas. Tu as un collimateur central, tu as une qualité d'image extraordinaire, mais tu n'as aucune souplesse. Et donc, j'avais perdu vraiment en spontanéité. Et le GFX, pour moi, a été vraiment salvateur parce que, en fait, il a été le meilleur des deux mondes. La qualité du moyen format avec la souplesse et l'utilisation du réflexe. Et donc, voilà, tu as des collimateurs dans tous les sens, tu peux le travailler à main levée. Donc, on peut bosser sur pied. On ne transige pas sur la qualité avec une souplesse d'utilisation. Donc, ça a été pour moi extraordinaire. Puis il y a aussi un côté, il y a une espèce d'héritage de ce format, de ces appareils qui ont toujours été utilisés en studio, notamment pour la photographie de mode. Je pense qu'il y a aussi une part peut-être un peu inconsciente d'objets statutaires qu'il est important dans certains cas, notamment peut-être sur des travaux un peu commissionnés. Ah bah, On très a clairement, besoin de faire un peu de show-off vis-à-vis du client clairement. et d'arriver avec pas l'appareil que son beau-frère a exactement pour faire le boulot. Puis c'est des appareils qui sont je veux dire, quand même conçus avant tout peut-être pour être utilisés en studio. Ouais. C'est redoutable en connecté ces trucs-là. Ah ouais, c'est terrible. Mais c'est très clair, hein, c'est très vrai ce que tu dis dans le sens où moi, quand je fais ma liste matérielle, enfin quand je fais un devis, je fais ma liste matérielle et je précise GFX 100. C'est-à-dire que pour un client, une campagne de pub, le moyen format est une garantie de qualité. Bon, alors voilà, maintenant tout est bien calé, ta lumière, ton décor, on arrive au moment de la prise de vue en elle-même, et puis c'est l'entrée en scène des modèles, des comédiens, on peut les appeler de différentes façons. Alors finalement, que l'on photographie des modèles amateurs, que l'on photographie des modèles professionnels, des gens que l'on connaît personnellement ou qui nous sont étrangers, que ce soit des gens célèbres ou pas, il va falloir d'une manière ou d'une autre les diriger un peu, beaucoup. Il y a différentes façons de le faire et c'est l'une des facettes très particulières de ce métier ou de cette particularité de portraitiste. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de nouveau de Virgile Guignard qu'on a déjà entendu en début d'émission et il nous explique comment lui, il travaille avec ses modèles. On l'écoute. Je crois que plus qu'une direction, il y a vraiment l'idée, d'essayer de faire, retranscrire la personnalité de la personne. Pour moi, en tout cas, d'essayer de rendre toujours le moment le plus intime possible, le plus personnel et pour ça, bah, ça passe toujours par de la discussion, par essayer de montrer où ta première idée était, où est-ce que tu as envie d'aller, quand tu composes l'image. Mais il faut que la personne se sente toujours très à l'aise dedans.
Moi, je travaille pas du tout dans la contrainte. J'ai toujours envie qu'il y ait un truc très positif. J'ai pas envie que la personne se sente forcée de faire un truc avec lequel elle est pas très, très à l'aise. De montrer des références, des choses que j'aime bien, des premières idées que j'avais eues. Si c'est quelqu'un de connu, des choses que j'ai vues de cette personne qui m'ont touché, qui m'ont inspiré. C'est une discussion. Essayer de faire oublier tout ce qu'il y a autour, souvent. Que ce soit le stress de la personne, ton propre stress quand tu shootes quelqu'un qui t'impressionne beaucoup. J'ai un drôle de rapport avec mes appareils photo. Moi, je shoote qu'en focale fixe. Je shoote avec 2 GFX, notamment et donc j'en ai un qui a un 45 millimètres et un autre qui a soit un 80 millimètres, soit un 65 et bientôt j'espère le 55. Je crée souvent un cadre et je sais que je vais me déplacer autour. Disons que je crée mon petit espace de jeu, souvent un petit cercle invisible. Je sais à peu près comment vont réagir les lumières. Qu'est-ce qui va en ressortir? Tu vois, quand tu shootes quelqu'un avec une lumière frontale ou en contre, tu mets en profil, ça va pas être la même chose. Mais je joue toujours autour de ça et j'essaie toujours de créer des moments qui ont l'air d'être le plus simple possible. Après, avec un petit peu d'expérience, tu connais un peu les visages, tu ressens assez vite, le profil qui marche un peu mieux, si elle est plus à l'aise de face. Même si quelqu'un est timide, tu peux un peu jouer autour et tu sens qu'il y a des poses avec lesquelles la personne sera plus à l'aise. Voilà, mais mon idée toujours, c'est que la personne, quand elle voit l'image, se reconnaisse, en fait. Bon, voilà un témoignage intéressant. Vous n'avez pas tout à fait la même manière de travailler, toi et Virgile. Par contre, moi, là, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, au moment où tu shootes, bah, comment ça se passe en fait? Combien de temps durent les sessions? Est-ce que tu shootes beaucoup? Quand est-ce que tu sais que tu as la bonne? Comment ça se passe à ce moment-là? Ça, c'est le moment de grâce. Non, mais ça, c'est vrai, hein. Moi, je fais ce métier-là et je fais ces projets personnels pour ça. C'est quand d'un coup, je vois l'image se créer. C'est-à-dire qu'on a toujours le stress quand on est en train de construire, surtout quand on a mobilisé toute une équipe comme ça dans un château, enfin plein de choses. Et d'un coup, on met la lumière, on cherche encore, je tâtonne. Tu me demandais pour la construction de la lumière, bah, je place mes flashs, je dis exactement où ils doivent être, je dis à quelle puissance, mais c'est mes assistants qui font, parce que moi, je suis derrière l'appareil, donc je fais travailler des gens autour de moi. Après, ils sont pas là, je le fais moi, mais c'est plus lent. Pour petit aparté par rapport à tout à l'heure. Et le moment de grâce, quand d'un coup, tu cliques et tu dis, ça y est, on y est. Et là, oh, c'est intense. Ce moment de bonheur où tu vois l'image qui s'est construite, tu dis, j'ai fait ça pour arriver à ce résultat-là. Donc, tu sais que tu es allé d'un point A à un point B qui est tout à fait ce que tu recherches. Et là, c'est vraiment beau. Et tu te fies à l'ambiance autour de toi, par exemple, tous les collaborateurs qui peuvent regarder l'image aussi. Tu fais un peu attention Alors, j'ai à leur émotion sur le moment. Oui, alors je suis toujours très. Moi, je suis dans l'écoute, je suis dans le partage globalement. Je suis pas du tout un despote, et il est pour moi très important que tout le monde soit heureux. C'est-à-dire que mon premier public, c'est l'équipe. Pour moi, c'est essentiel. Évidemment, je fais le projet, je fais tout, mais il faut que tout le monde soit heureux. Et je rejoins un peu ce que vient de dire la personne juste avant, qui est que bah, lui, c'est autre chose parce qu'il travaille pour des gens, mais il a besoin que les gens soient heureux. Ben, même si là, je fais travailler les gens dans mes projets, j'ai besoin que tout le monde soit satisfait du travail fourni. Après, moi, les modèles que je mets en scène dans mes projets perso, c'est pas eux que je mets en scène. Je leur fais jouer un rôle de comédien. Quand je photographie dans d'autres projets, dans des clients, je fais même du portrait, hein, ça m'arrive. Et effectivement, là, c'est la personne. Donc là, je rejoins complètement ce qu'il a dit. C'est un dialogue, c'est un échange. Et de ce dialogue, il faut d'abord mettre la personne à l'aise. Il faut lui faire oublier le matériel, il faut lui faire oublier tout ça pour faire ressortir. Donc, c'est la petite blague, c'est le petit moment partagé, c'est l'échange. Et effectivement, aller se promener après autour. Donc, c'est aussi la différence dans mon travail. On le voit différemment. Et le GFX m'a aidé à sortir mon boîtier du pied pour aller me balader un petit peu plus autour. On le voit donc dans la série Romance dont tu parlais. Et on le voit également dans la série Obsession que j'ai fait pour Profoto, pour les générateurs Pro 11. Et là où j'ai vraiment fait des scènes et je me suis baladé autour. Et on le voit dans certains making-of sur ton site, on te voit bosser un petit Oui. peu. Ouais, Ah oui, les making-of, c'est bien à voir. Ouais, c'est de bons outils. C'est chouette. Bon, on arrive maintenant à la dernière étape du processus de création, la post-production, qui consiste évidemment dans un premier temps à faire l'editing des images que tu as réalisées et choisir les heureux élus qui auront le privilège, l'honneur de passer à la phase de retouche avant d'arriver au résultat final.
Malo, c'est quoi la place que tu accordes à la post-production? Est-ce que tu es plutôt, mais tu as déjà commencé un peu à nous le faire comprendre de la team, tout ce qui peut être fait à la prise de vue n'est pas à faire en post-production? Ou est-ce que tu es plutôt de la team, bon, on verra ça en post-prod? Non, 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 il faut tout faire avant. Moi, j'aime le réel, j'aime le concret. Alors, c'est vrai que j'utilise la post-prod, hein, je le fais réellement. Mais ça doit pas être un palliatif, encore une fois, pour une incompétence de quelle qu'elle soit. Voilà. Il faut. Alors, c'est marrant parce que je suis assez contradictoire dans mes propos. Je vais dire, je suis pas technique, je suis pas geek, mais en même temps, il faut que tout soit parfait. Donc, c'est juste pour essayer de décomplexer un peu les choses en disant, voilà, le plus important, je le disais tout à l'heure, c'est de faire. Mais par contre, une fois qu'on se lance, on n'y va pas à moitié, hein. On réfléchit, on fait les choses au mieux. Donc non, non, tout est prévu au maximum. Et après, bien sûr, la post-production, moi je dis, hein, quand je fais L'Homme Invisible ou les personnages à tête de félin, Méliès faisait tout ça sous celluloïd. Méliès en 2021 ou 2023 même, il bosserait avec Photoshop. Donc voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème à faire du montage. La post-production, c'est deux choses. C'est d'abord le développement, hein. Maintenant, il n'y a plus de laboratoire. Donc on a des fichiers RAW, un fichier RAW par nature. Il est flat, il est plat, il y a de l'info, mais il n'est pas développé. Donc il faut le développer. Ça, c'est la première chose. C'est la colorimétrie, c'est la chromie qu'on va lui donner, c'est le contraste qu'on va ajuster, hein. On ne va pas contrer le contraste qui a été fait à la prise de vue, mais on va l'ajuster. Et évidemment, après, la post-production, c'est aussi les effets spéciaux. Donc là, des personnages à tête de félin, des personnages invisibles. Et après, moi, je ne suis pas un photographe du réel, je fais ce que je veux. Hein, on va pas. Une fois, un gars qui était venu. Des fois, il y a des gens, on comprend pas. Il m'envoie un mail. Vous n'êtes pas un photographe, machin, tout ça. C'est pas ça la photo. Et je dis, mais je fais ce que je veux. Je suis pas dans le reflet du réel. Je veux dire, on n'est jamais allé reprocher à Dali d'avoir fait des montres molles. Tu vois, il fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Et tu bosses avec Capture One. Enfin, ta post-prod, tu tries, tu donnes des notes à tes images dès la prise de vue. Tu sais que celle-là, elle est bonne, tu la marques, tu la mets de côté, ou tu te retapes tout. Je m'en tape tout, ouais, je m'en tape tout. Je marque effectivement parce qu'on a quand même à un moment donné dans la spontanéité du moment des choses qu'on peut voir et qu'on peut réoublier derrière. Et en fait, c'est pas la spontanéité, c'est l'émotion du moment. Voilà, ce petit frisson. Voilà, ce petit frisson, faut le marquer. Et ce petit là, de 2 à 3 à 5. Voilà, gros frisson 5. Donc non, oui, c'est important de noter dès la prise de vue ce qu'on peut. On peut pas toujours, mais ce qu'on peut. Mais par contre, après, je regarde tout. Ouais. Et alors, ce qui est terrible, quand même, dans l'editing, c'est ça qui est effroyable. Choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est pire que tout. Et tu le fais seul, l'editing, du coup? C'est souvent... Ouais, non, je fais tout seul. Choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est quand même terrible. Et quel logiciel tu utilises? On a beaucoup parlé de Photoshop, mais Capture One. éditer, Capture One. Capture One, ouais. Et quand tu es devant ton ordinateur, là, sur tes sessions de retouche, donc une fois que l'editing est fait, dans ta tête, tu sais déjà où tu vas, jusqu'où tu te... Parce que ça peut être infini, en fait. Ce travail-là, il faut quand même y mettre un début, un milieu, une fin, parce que sinon on s'en sort pas. Comment tu sais que tu es arrivé au bout? Et puis peut-être même jusqu'où tu te permets d'aller, en fait, dans le travail de retouche. Alors, je te parle pas de tes montages. Je parle, par exemple, du travail sur les peaux, sur les corps, jusqu'où... Parce que c'est des sujets c'est très touchy. qui sont compliqués, quoi, et pour toi, et pour les personnes que tu as photographiées, et pour le réceptabilité, non, c'est pas ça le terme, et pour la réception de l'observateur, du public, quoi. C'est compliqué, hein. Mais de la même façon, comme je le faisais avant en créa, hein, parce que le problème se posait de la même façon, on pousse toujours les curseurs quand on fait. Après, il faut laisser reposer, et en gros, quand tu as fini de retirer, c'est que c'est bien. C'est-à-dire que tu vois, tu vas pousser ton curseur de contraste, éventuellement, tu vas aller retoucher les peaux, tu vas retoucher, il n'y a plus une ombre, il n'y a plus rien, c'est une PLV. Quand tu reviens le lendemain, tu reviens en arrière. Et quand tu as fini de retirer tous les effets que tu aurais pu potentiellement faire ou la retouche que tu aurais pu potentiellement faire, c'est que c'était abouti. Normalement, on doit aller, par exemple, sur une peau vers le minimum. Surtout alors, il y a aussi des questions de mode. Hein. C'est pas la même mode en 2000 et en 2020. Hein. C'est pas... Mais l'idée est d'aller vers le minimum, je dirais,
pas d'artifice, parce que encore une fois, les têtes de félin, c'est de l'artifice, mais là, il y a un propos, ça a un sens, parce que là, c'est narratif. Mais effectivement, l'artifice, par exemple, d'une retouche de peau, doit être à la juste hauteur, et c'est au minimum que c'est le plus juste. Voilà. Mais donc, on pousse les curseurs quand on fait, parce que quand on fait, on voit pas. On est tellement dedans qu'on peut plus voir. Et donc, le lendemain, il faut toujours se marquer une pause, revenir et rétrograder. D'où la nécessité de travail en mode non destructif Ah bah avec toujours. des calques. Alors voilà, justement, voilà un truc important aussi pour la façon dont on travaille. Non seulement on doit travailler en mode non destructif, ce qui est malheureux, c'est qu'on a des logiciels de dérotisation qui sont puissants, Capture One, Lightroom, tout ce qu'on veut, et qu'on peut faire de la colorimétrie dedans. Faire sa chromie au moment de la dérotisation, c'est dommage. C'est un peu une erreur. Parce que tu vas attaquer ton pixel derrière, et si tu veux changer ta colorimétrie, alors non, comme je disais tout à l'heure, faut savoir où on doit aller dès le début, tout ça. Mais bon, on a quand même une part, surtout en post-prod, un peu après, de l'attitude de mouvement. Et si tu fais ta colorimétrie en dérotisation, après tu vas faire ton pixel, bah, tu pourras plus changer ta colorimétrie, ou tu vas faire un changement de colorimétrie sur une colorimétrie déjà faite, donc tu vas abîmer ton fichier. Donc idéalement, tu dérotises ton fichier, c'est-à-dire tu l'équilibres bien, tu le balances dans Photoshop, tu fais ton pixel. Enfin, une fois que tu as fait ton pixel, tu fais ce qu'on appelle tous les montages, et après tu fais ta chromie à la fin. Donc ça veut dire que sur une série, donc tu vas appliquer ça à plusieurs images et tu vas faire la chromie une fois qu'elle sera arrêtée et tu vas la Voilà. dupliquer à toutes les images. Exactement. Ok, c'est intéressant. Mais si tu fais ta chromie avant, et que d'un coup, pour quelque raison que ce soit, tu diras j'ai été un peu dur, j'aurais en changé, et bah, tu vas partir d'une image qui est déjà a perdu de l'info. On va conclure là-dessus. Merci Malo. On a survolé un peu toutes les facettes de ton processus créatif. C'était passionnant. Bien entendu, on pourrait s'arrêter des heures sur chacune des étapes pour aller un peu plus en profondeur. Mais voilà, ça donne déjà un très beau panorama des problématiques, des questions, des contradictions, des paradoxes auxquels on risque de se confronter quand on se lance dans un projet photographique comme celui-là. Merci beaucoup Malo d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous.